ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez là-bas, sur un planche, forcément. On est célébrité là. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Campus Sport Club. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM ou bien en DAB+. Je suis Adrien Fedeli et nous voici partis pour 1 heure à parler et vivre sport. Pour ce second numéro, réécoutable également sur le site campuslille.com, je tiens à le rajouter, et bientôt en streaming, me voilà en très bonne compagnie. À mes côtés, le reste de l'équipe pour une rapide présentation. Tout de suite, après cette introduction, les news vous seront présentées par le très beau Pablo. Bonsoir Pablo. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À sa gauche, une formidable journaliste en herbe, en la personne de Léa. Salut Léa. Bonsoir à tous. Sur ma gauche, à présent, celle qui accompagnera Léa pour les résultats de la semaine. J'ai nommé Sophie. Bonsoir à tous. Et enfin, 2 charmants jeunes hommes qui viennent compléter cette équipe de choc, celui que je fixe du regard, avec un regard très très langoureux. Bonjour, c'est Hugo. Moi c'est Hugo, je suis très énervé aujourd'hui, ma chronique va être sanglante. Hugo qui revient un peu plus tard avec un billet où il veut pousser un coup de gueule. Et en régie, enfin, pour nous aider dans la confection de cette émission, je présente Maël qui vous proposera les immanquables et les événements des semaines à venir tout simplement. Tout à fait, bonsoir à toutes et à tous. On va passer une superbe émission. Et c'est tant mieux, et sans plus tarder, je vous lance les news sportives de Pablo. Et on ne commence pas avec la plus joyeuse des nouvelles aujourd'hui, puisqu'aux États-Unis, la polémique enfle dans le monde du foot féminin. En effet, ça a été peu médiatisé en France, mais The Athletic nous apprenait la semaine passée que 2 anciennes joueuses de football, Sinead Farrelly et Meleana Manashim, avaient dû faire face à plusieurs reprises à des abus sexuels de la part de leur ancien entraîneur, Paul Riley. Sinead Farrelly a ainsi indiqué que Riley l'avait contraint à des rapports sexuels forcés en 2011, alors qu'il était son entraîneur dans la franchise de Philadelphia Independent. Manashim et Farrelly ont ensuite précisé qu'ils les avaient obligées à s'embrasser un soir lorsqu'elles étaient toutes 2 joueuses aux Suns de Portland, alors dirigées par Riley. Suite à ces accusations, Paul Riley a été limogé du poste d'entraîneur qu'il occupait au North Carolina Courage et a vu sa licence d'entraîneur être suspendue. Riley a depuis contesté ces allégations et se défend de n'avoir jamais fait d'avance sexuelle à l'une de ses joueuses. La passivité de la Ligue nord-américaine de football, qui aurait été au courant des agissements de Riley, a également été dénoncée par les 2 stars de l'équipe nationale, Alex Morgan et Megan Rapinoe, qui ont apporté leur soutien à Farrelly et Shim. La commissaire de la Ligue, Lisa Braid, a d'abord reconnu une certaine passivité de la Ligue sur ce sujet, avant de purement et simplement démissionner. Et on continue avec un autre joueur de foot qui s'en prend aux institutions sportives avec Thibaut Courtois, le gardien belge, qui a dénoncé ce dimanche suite à la petite finale de Ligue des Nations contre l'Italie, le rythme effréné des matchs à disputer pour les joueurs, avant de s'en prendre à l'UEFA et la FIFA, qui l'accusent de ne penser qu'à leur poche. Nous allons nous blesser, plus personne ne se soucie des joueurs. Nous avons joué ce match car pour l'UEFA c'est de l'argent supplémentaire, a-t-il déploré. Histoire de gros billets, toujours avec l'inculpation ce jeudi de 18 anciens joueurs de NBA, parmi lesquels Tony Allen et Glenn Davis, tous 2 champions en 2008 avec les Celtics de Boston. Les procureurs fédéraux de Manhattan accusent les 18 joueurs d'avoir escroqué de plusieurs millions de dollars le système d'assurance de santé de la Ligue professionnelle américaine. Les joueurs faisaient de fausses déclarations pour toucher des remboursements de soins. Terrence Williams, ancien joueur des Rockets de Houston, était vraisemblablement au centre de cette escroquerie et aurait touché plus de 230 000 $ de sommes qui lui étaient indues. Cyclisme à présent avec la nomination de Marion Rousse, ancienne championne de France sur route en 2012, comme directrice du Tour de France Femmes qui se déroulera du 24 au 31 juillet 2022. Originaire de la région, la consultante pour France Télé dévoilera le parcours officiel de cette épreuve ce jeudi au Palais des Congrès de Paris. Et on termine sur cette chronique sur une note légèrement plus gaie qu'on l'a débutée, avec l'annonce du gouvernement britannique ce lundi de l'accueil de 35 jeunes footballeuses afghanes. Menacées par le retour au pouvoir des talibans, ces joueuses avaient manqué le pont aérien organisé à Kaboul et s'étaient depuis réfugiées avec leur famille au Pakistan, mais ne disposaient que d'un visa de 30 jours. Le club de Leeds United fait notamment partie des organisations qui ont demandé au gouvernement d'accorder l'asile à ces sportives. Son président, Andrea Radrizzani, avait proposé le mois dernier déjà d'accueillir les joueuses dans leurs équipes juniors, affirmant qu'il était prêt à donner à ses filles un avenir prospère et pacifique. Merci Pablo pour ce rapide retour sur les actualités fortes du moment et notamment cette sombre affaire du côté d'Erika. Et sans plus attendre, pour compléter ce bel ensemble, couplons ces actualités avec les résultats de notre binôme féminin de la soirée, que sont Léa et Sophie, et on se retrouve juste après le jingle. Et maintenant sur Campus Sport
l'heure des résultats sportifs. Au menu de ces résultats sportifs, il est question de football avec un retour sur la Ligue des Nations, de la F1 également plus tard et un soupçon de cyclisme et de rugby, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Bonsoir Adrien. En effet, quelle plus belle annonce pour commencer cette rubrique résultats que celle de la victoire 2-1 de nos Bleus en Ligue des Nations. C'est Oyarzabal qui ouvre le score pour les Espagnols à la 64e, suivi de près par le légendaire Karim Benzema à la 66e minute pour les Bleus. C'est finalement Mbappé qui enfonce le clou de la victoire à 10 minutes de la fin du match sur la pelouse du stade de San Siro à Milan. L'équipe de France succède ainsi au Portugal, tenant du titre de la première édition de la Ligue des Nations. L'Italie hérite quant à elle de l'honorable 3e place du podium suite à son match contre la Belgique samedi dernier. Elle l'emporte 2-1 grâce à Barella à la 46e minute, puis Berardi à la 65e. Ce sont donc nos voisins belges qui repartiront, ma foi, bien déçus de cette compétition. Tout autre chose à présent, parlons de la 2e journée de qualification de l'Euro 2022 de handball féminin. Après avoir plané contre la République tchèque mercredi dernier à Besançon, les Françaises se sont imposées dans la douleur 28-25 après un match particulièrement compliqué face aux Ukrainiennes tenantes du titre olympique. Les Bleus étaient menés 24-22 à 7 minutes de la fin du match avant d'être sauvés in extremis par leur défense ainsi que Catherine Gabriel qui a été prodigieuse en cage. Un succès terni par l'inquiétante blessure au genou gauche d'Adja Ouattara, qui devra subir des examens complémentaires à son retour en France. L'Euro se déroulera du 4 au 20 novembre 2022. Petit tour de l'autre côté de l'Atlantique avec le top départ de la pré-saison de la NBA. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'équipe d'Atlanta Hawks qui s'impose face aux Memphis Grizzlies 91-87, ainsi que les New York Knicks qui s'imposent face aux Washington Wizards 117-99. Sophie, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Continuons dès à présent la ronde des résultats et pour cela, parlons Formule 1. Ce dimanche s'est tenue la 16e course des championnats du monde de F1 au circuit d'Istanbul. Celle-ci, contrariée par des conditions climatiques pluvieuses ne permettant pas une adhérence maximale à la piste, a tout de même vu la victoire du pilote Mercedes Valtteri Bottas. Il est suivi du duo Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez. Hamilton, dont l'écurie a imposé un arrêt au 51e tour, lui faisant perdre, selon lui, l'opportunité d'atteindre le podium, n'obtient que la 5e place, permettant à Verstappen de le doubler une nouvelle fois, dans la lutte très serrée pour le titre de champion du monde. L'Espagnol Carlos Sainz, arrivé 8e, a été pour la première fois dans sa carrière de F1 titré pilote du jour, parvenant à gagner 10 places en 17 tours seulement. Du côté du drapeau tricolore, le pilote français Pierre Gasly a fini 6e et Esteban Ocon s'est fait remarquer pour avoir été l'unique pilote à garder les mêmes pneus durant l'entièreté de la course. Ce pari fou lui a tout de même valu la 10e place. Continuons maintenant ce bref résumé du week-end en parlant rugby. La 6e journée du top 14 a vu la 6e victoire du Stade toulousain face à la section paloise. Malgré une première mi-temps manquée, ils étaient menés de 7-0, ils ont su marquer les points pour obtenir un score final de 38-10, dominant une nouvelle fois le classement du top 14, avec 7 points d'écart de l'équipe la plus proche. Et il s'agit de l'équipe l'Union Bordeaux-Bègles qui poursuit sa lancée avec sa 5e victoire consécutive face à Montpellier, menant 27-23. Ce dernier a tout de même obtenu le bonus défensif en toute fin de rencontre. Enfin, la 3e équipe du classement, l'équipe lyonnaise, a fini la 6e journée en beauté, décrochant le bonus offensif face à Biarritz, grâce à un triplé de Baptiste Couillou. Elle est parvenue à un score final de 40-5. Les hommes de Pierre Mignoni ont ainsi conforté leur statut de meilleure attaque du championnat, marquant une totalité de 6 essais au cours du match. Attelons-nous maintenant au cyclisme. Le Tour de Lombardie a eu lieu samedi 9 octobre et a vu la victoire du Slovène Tadej Pogačar, déjà vainqueur du Liège-Bastogne-Liège en avril et du Tour de France en juillet, qui remplit grâce à cela son unique objectif de fin de saison. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des coureurs ayant remporté la grande boucle et 2 monuments sur une saison. Il s'est imposé devant l'Italien Fausto Masnada et le Britannique Adam Yates. Alaphilippe, premier français dans le classement, a fini 6e de la course. Il a évoqué à la fin du parcours ses difficultés à répéter les efforts sur les cols longs,
la course en contenant 7 sur les 239 km reliant Côme à Bergame. Dimanche 10 octobre a eu lieu l'une des plus anciennes courses du calendrier professionnel, le Paris-Tours, et c'est le sprinter français Arnaud Démare qui s'est imposé sur les chemins de vigne devant Franck Bonamour et Jasper Stuyven, 4 mois après sa dernière victoire sur la route d'Occitanie en juin dernier. Le sprinter Groupama FDJ a ainsi renoué avec le succès et mis fin à 15 ans de disette tricolore sur le Paris-Tours, la dernière française revenant à Frédéric Guédon en 2006. Encore merci à vous deux pour ce condensé riche en chiffres et en rebondissements. Et à présent, je vais inviter nos auditeurs-auditrices à écouter le célèbre son de Blue Swede, Hooked on a Feeling. Et juste après, ce sera la revue de presse et Hugo qui pourra nous parler de son mécontentement, je présume. Et nous, on se retrouve après ce petit intermède musical. À tout de suite. Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. On est de retour pour poursuivre cette deuxième émission du CSC sur Radio Campus. Avant que je n'entame la revue de presse, je voulais vous partager avec moi une découverte. Mel, est-ce que tu peux lancer le son ? Est-ce qu'il y en a ici qui reconnaissent ? Facilité vaudrait la Marseillaise. Mais... Ah bah oui, tout simplement. Vous me direz, bah oui, mais c'est une français, c'est quoi ce foutoir ? Eh ben je vais vous répondre que cette musique est simplement un hymne d'un club de football. Notamment, c'est les Lions de Brisbane en Australie qui ont librement repris notre hymne français. J'ai appris ça notamment via des amis à moi qui m'ont fait écouter le son. Et en 97, ils se sont dit, tiens, et si on avait justement pioché juste un hymne national et qu'on allait le réadapter pour nous. Voilà. La France inspire le monde. Hein. Ouais. Et du coup, c'était ma petite découverte de la soirée. Je me suis dit que c'est pour la culture G, c'est très drôle à relancer ça auprès des gens. Ça passe bien pendant l'apéro. Est-ce que par contre les Australiens se doutent que nous écoutons ce son en faisant une pétanque ? Je ne pense pas. Non.
Non. Clairement pas. Déjà, est-ce qu'ils savent ce que c'est que la pétanque? Ou sûrement pas. Voilà. Très bien, et donc après ce petit son, je vous propose de lancer tout de suite la revue de presse. Un retour sur les unes sportives du moment, c'est la revue de presse. Et on débute ce tour d'horizon des unes sportives nationales pour une revue de presse que je préviens en 2 temps. D'abord, nous partirons sur des unes du lundi soir et des médias qui revenaient surtout sur la Ligue des Nations. Et ensuite, les unes lisibles ce matin sur vos journaux favoris et parmi les sujets du jour, la course au Ballon d'Or. Donc, lundi soir, pour commencer, la Voix des Sports qui titrait « Toujours là », au lendemain du titre français, une manière de mettre en avant des Bleus, décevants certes au dernier Euro, mais sur qui tout un peuple va de nouveau compter pour le prochain mondial. La compétition qui démarre dans un peu plus d'1 an. Des Bleus réconfortants après leurs 2 prestations dans ce Final Four en Italie. Menés dans chacun des chocs, les joueurs de Didier Deschamps ont montré à chaque fois un nouveau visage, de quoi croire à nouveau aux grandes chances sportives de la sélection. Et on poursuit dans la presse tricolore avec le journal cette fois L'Équipe qui rapportait lundi, toujours lundi soir bien sûr de son côté, une autre coupe à la maison. Au trophée Paré d'Or de 2018 s'ajoutant celui de la Ligue des Nations pour cette seconde édition. Un retour sur l'hymne des Bleus qui nous a fait vibrer et danser tout le reste de l'année après notre 2e étoile. Ramener la coupe à la maison, qui, je l'espère, sera dans 1 an, la coupe reste à la maison. La France qui devient également la première sélection à collectionner tous les titres internationaux, de l'Euro à la Coupe du Monde en passant par la Coupe des Confédérations. Et puis, face aux unes françaises, c'est au tour des médias espagnols de défendre leur cause. Sport, titré ainsi « En Justicia », rappelant sur cette même première page que, je cite, « Une grande équipe espagnole tombe de façon scandaleuse avec un hors-jeu de Mbappé. La défaite a un goût amer chez nos confrères catalans, qui contestent les décisions arbitrales du match. Un penalty aurait été oublié en première période suite à un bras de Koundé, et l'action litigieuse qui mène au 2-1 est vivement contestée de l'autre côté des Pyrénées. Par-delà la frontière, cette fois-ci au nord, la dernière heure évoquait des regrets et des espoirs après la 4e place de la Belgique dans ce Final Four. Une défaite de justesse face aux Français, mais une sélection qui nourrit des ambitions futures de glaner enfin un titre. La 3e place échappe également aux Diables Rouges après la victoire des Italiens. Un match que je rappelle perdu face à des Italiens tels que Gianluigi Donnarumma et Federico Chiesa, tous deux mis en avant de leur côté sur la une de Tutto Sport. Tutti in Chiesa con Gigio, pouvait-on lire sur le quotidien basé à Turin. Le premier a été remercié par les supporters du Juventus Stadium pour ses performances et avoir notamment mené la Squadra Azzurra à son titre européen. Le second en marque de soutien après les sifflets reçus par le portier à San Siro lors de la demi-finale. Enfin, pour revenir sur les unes de ce jour, l'équipe parlait cette fois des nombreux favoris au Ballon d'Or 2021. On y retrouve des visages familiers, vous me direz. Lewandowski, Messi, Benzema, Ronaldo ou encore Jorginho, le milieu de terrain italien vainqueur de l'Euro et de la Ligue des Champions avec Chelsea, peut prétendre au Graal. Des mines d'or qui espèrent soulever la distinction le 29 novembre prochain. Et de retour du côté du soleil de l'Espagne, cette fois-ci dans la capitale avec Marca, le Real qui miserait sur la jeune pousse de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni, lui qui a profité de l'absence de Rabiot pour la finale et être titulaire aux côtés de Pogba. Le milieu de terrain pressenti pour être la relève de Casemiro chez les Merengues et une somme de 35 millions est évoquée. Millions d'euros, pardon. La Juventus et Chelsea seraient sur le coup également. Enfin, on fait un détour outre-Manche où les journaux anglais ont pris d'assaut les spéculations autour du renouveau de Newcastle. Le club récemment racheté est désormais le plus riche du monde le plus riche du monde, compte agiter le mercato prochain. Pas seulement en termes de joueurs, puisque le poste d'entraîneur est également au cœur des débats. Ainsi, le Daily Telegraph ressort les prestigieux noms que sont Lampard, Gerrard, Antonio Conte pour prétendre au poste, tout simplement. Et en première page du Times, c'est Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique, qui est pressenti. De son côté, le Guardian pense à Erik ten Hag, le coach de l'Ajax Amsterdam, qui continue de rouler sur le championnat hollandais cette saison. Ce mercato promet. Et ainsi s'achève cette chronique sur les unes sportives nationales et internationales. Beaucoup de foot forcément après ce week-end, vous me direz, historique, et des mouvances à prévoir au prochain mercato. Et c'est au tour d'Hugo de prendre la parole dans ce CSC sans réelle transition, puisque Hugo avait un petit coup de gueule à pousser. Hugo, qu'as-tu donc à nous dire ce soir ?
Écoute, dans cette émission dont le thème principal, vous le verrez, qui se dégage est la Formule 1, j'ai souhaité rester dans le rang, ne pas trop me mouiller pour cette première chronique que je vais faire ici et donc continuer dans le thème de ce numéro et parler de Formule 1, ce qui m'arrange bien puisqu'il s'agit de mon sport préféré, donc je suis assez content. Au début, je ne savais pas trop quoi dire, parce qu'il y a tant et tant de choses que je pourrais aborder que je me perds un peu. Alors, j'ai demandé à Adrien quel format cette chronique pouvait prendre et il m'a répondu, entre autres, que je pouvais faire un ton dénonciateur. Alors oui, dans cette chronique, je vais dénoncer, porter un coup de gueule, m'énerver peut-être, mais promis dans le respect de chacun et des mamans de tous. Et donc, mon coup de gueule va se porter sur la série de Netflix Formula One Drive to Survive. Pour ceux qui ne situeraient pas, le géant américain du streaming, il n'y a que des géants américains dans le streaming, a lancé en 2019 ce programme qui revient sur les saisons de F1 depuis 3 ans par le biais d'épisodes qui essaient de revenir moins bien que mal sur les enjeux, les dramas et tous les événements qui ont composé chaque saison de F1 depuis donc 3 ans. Bon, je vais être cash, je n'aime pas du tout cette série. Pour être plus précis, je ne l'aime plus. J'avais apprécié plutôt les 2 premières saisons, content de voir un peu de contenu digital sur la Formule 1, ce qui est une denrée assez rare comparée à d'autres sports, mais la dernière saison ne m'a absolument pas plu et m'a même déçu pour tout vous dire. Alors oui, cette série comporte plein d'avantages, dont le premier est de donner un peu de visibilité à ce sport qui en France paraissait en manque d'amateurs. Mais si on regarde un peu plus globalement, à plus grande échelle, la Formule 1 est déjà un des sports les plus médiatisés derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Chaque Grand Prix est en vue en moyenne près de 90 millions de téléspectateurs dans le monde entier, ce qui est plus que la Liga, la NBA ou la Première Ligue, par exemple. Il faut rappeler que la Formule 1 est et restera un sport de niche à cause d'un élément capital, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que contrairement au football, au rugby, au basket, au tennis ou à l'athlé, très très peu de monde pratique des sports automobiles. En même temps, des crampons coûtent bien moins cher qu'un kart, et même des crampons qui courent très très vite. Ce que je veux montrer par là, c'est que pour un sport de niche, la Formule 1 est en réalité déjà ultra médiatisée. Mais pour revenir sur la série en elle-même, certes, elle propose une bonne porte d'entrée pour les néophytes, mais ce que je lui reproche, c'est d'en faire un petit peu trop là où il n'y a pas forcément besoin d'en faire, et de se concentrer sur des éléments qui n'ont pas d'importance. À mon sens, la dernière saison n'est pas assez revenue, par exemple, sur la bataille de la 3e place du championnat constructeur entre Renault, McLaren et Racing Point, qui nous a beaucoup plus tenu en haleine tout le long de la saison que la course au titre du côté des pilotes. Pour dire les choses clairement, j'aurais aimé en voir plus sur la victoire de Pérez, sur les premiers podiums de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon avec Renault. J'aurais aimé en voir plus sur la première victoire manquée de Russell avec Mercedes quand il a remplacé Hamilton à cause d'un scénario complètement fou. En fait, Netflix est passé de façon trop superficielle sur les éléments qui ont fait vibrer les fans pendant la dernière saison et qui a été particulière, marquée évidemment par le Covid et le 7e sacre de Lewis Hamilton, synonyme de record qu'il codétient maintenant avec Schumacher, le père. D'ailleurs, j'aurais aimé aussi en voir un petit peu plus sur le titre de Lewis Hamilton en lui-même, parce que c'est historique, ce qu'on a vécu à ce moment-là, et ce n'est pas prêt de se reproduire. En fait, je suis resté beaucoup sur ma faim, et le seul point positif de cette saison, c'est l'épisode entier consacré à Pierre Gasly, et à l'univers de Red Bull. Donc si jamais Netflix tombe sur cette petite chronique, ce petit billet, on sait jamais, s'il vous plaît les gars, ne manquez pas la saison 4, faites quelque chose de propre, surtout que cette saison est clairement la plus passionnante qui est arrivée depuis des années, donc ne merdez pas s'il vous plaît. Sinon, histoire de terminer sur un point assez positif, je conseille quand même à tous nos auditeurs le reportage d'1h30 de Canal+, qui est disponible sur YouTube, et qu'ils ont réalisé sur la saison 2020, avec leurs images et leurs commentaires, donc ceux de Julien Febvreau, et qui est le best. C'est bien plus intéressant, on revient bien plus sur tous les grands prix dans l'ordre chronologique avec les enjeux à l'échelle du spectateur et c'est vraiment beaucoup mieux réalisé. Eh ben, un grand merci Hugo. Moi j'attends surtout et vivement le retour début 2022 de Drive to Survive pour avoir un nouvel avis pimenté de Hugo. Ça promet. Chronique à la sortie. Alors, excuse-moi, on t'a pas entendu, vas-y. Je promets une chronique à la sortie de la saison que je regarderai. Je vais la binge-watcher pour pouvoir sortir une chronique très rapidement une fois que la saison 4 sera sortie. Eh ben, on compte sur toi, début 2022. Notez-le dans vos agendas. Mais maintenant, pas le temps, puisqu'il est déjà l'heure du deuxième intermède musical. J'ai un peu joué sur les mots, je vous avoue, pour réaffirmer le somme belge. Et quoi de mieux que le son de Stromae, Bâtard. Oui, vous allez me dire, c'est un peu bâtard. Et tout de suite, après place au débat dans le Campus Sport Club. On discutera sur un duel anglo-néerlandais en sport mécanique qui vient peut-être d'être évoqué.
ni l'autre je suis, j'étais et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais et resterai. Mais t'es de droite ou t'es de gauche, t'es beauf ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris, cultrice ou pathéticienne, féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout si, flamand ou wallon, bras ballants ou bras longs, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein, ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai. Ah, pardon, monsieur ne prend pas parti, monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs monsieur a un ami noir, et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça, d'ailleurs tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal, les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde, monsieur c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille, pour être bien vu partout, hein. Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre je suis, j'étais. Ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai, moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai. Et de retour pour la seconde demi-heure du CSC, il est 23h29 sur Radio Campus, 106,6 FM, également, je le rappelle, en DAB+, et écoutable dès demain en podcast sur campuslille.com. Avant de se livrer dans une lutte verbale sans précédent, j'ai nommé le débat. Comment vont mes équipiers du soir ? En forme, réveillés. Personnellement, je suis un peu remonté par ce que je viens de dire, et puis en plus, je sens que je vais avoir un avis. T'as encore un coup d'adrénaline, je vois les veines, je vois encore tes veines, c'est pas bon. Je vais avoir un avis un petit peu contradictoire sur le débat, je sens. Donc encore une fois, je vais être un peu houleux. Je vais appeler mes avocats là tout de suite. La prochaine fois, il faudrait que tu nous fasses plutôt une chronique yoga, histoire d'être un peu plus pour me calmer un peu, détente, pour me détendre. Ouais, faut faire le parallèle. Donc alors, sans plus tarder, donc, place au débat. Et la question que je vous ai posée il y a quelques jours, en amont de ce numéro, était autour du duel Verstappen-Hamilton, qui vient de nous être légèrement introduit par le biais de Drive to Survive avec Udo. Et ce duel-là, que nous vivons aujourd'hui pour le titre mondial en F1, est-il déjà un duel historique ? Alors, avant d'avoir vos retours et vos avis, avec vos arguments sûrement préparés, petite présentation des protagonistes, du moins sur la saison en cours. Max Verstappen, dans le coin bleu, 23 ans, hollandais, pilote pour Red Bull et à la recherche d'un premier titre mondial cette année. C'est aussi vainqueur de 7 Grands Prix jusqu'à présent, pour 12 podiums en 16 courses. Face à lui, j'ai nommé le GOAT, évidemment, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, le Britannique qui bat tous les records cette année encore, détenteur du record de Grands Prix remportés, la barre symbolique même des 100 victoires franchises en Russie, 102 podiums, dont 10 cette année.
Voilà pour un retour rapide sur les profils de ce face-à-face. Maintenant, je me tourne vers vous et je reviens sur la question. Verstappen-Hamilton, est-ce un duel historique ? Pour moi, oui. Très clairement, on a tous les éléments qui font un duel historique. Déjà, on a 2 écuries différentes. C'est pas uniquement une bataille de coéquipiers comme pouvait l'être Hamilton versus Rosberg en 2016. On a aussi 2 générations qui s'affrontent entre le prodige Verstappen et le vieux lion, cette fois champion du monde, qui se bat pour garder sa couronne. On a aussi 2 pilotes au style très différent, mais très affirmés, qui s'affrontent. Je pense que le côté historique du duel ne souffre pas vraiment. Ouais, on rappelle Verstappen 23 ans, Hamilton 36 quand même, il est sur ses 36 ans, et Verstappen plus jeune vainqueur, je crois, d'un Grand Prix de Formule 1 à 18 ans et quelques. Donc tout de même. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, là en l'occurrence, c'est un duel aussi entre écuries, bien sûr. Hugo, tu voulais rajouter ? Alors personnellement, je suis pas trop de cet avis justement. Je trouve que c'est une super bataille qui est géniale à suivre, mais de là à dire que c'est historique, j'irai pas jusque-là. Dans le sens où, pour moi, une bataille historique, par exemple, on peut ressortir Senna versus Prost, hein, qui sont battus pendant 6 ans sur plusieurs saisons et qui ont vraiment donné des gros duels pendant ces années-là. Alors que là, on est sur un duel qui ne dure que depuis finalement 5-6 mois. On n'est pas sûr que l'année prochaine, il sera encore présent et on sait pas si, même s'il dure l'année prochaine, on ne sait pas s'il va durer encore les années d'après. Et finalement, les duels qui sont pour moi historiques et donc du coup qui ont une dimension légendaire, ça va être des duels qui ont duré déjà dans le temps. Dans un premier temps, ça me paraît être une notion assez évidente et assez indispensable en fait pour la notion d'historique. Sur le côté historicité, il faut bien qu'il y ait un passé, c'est vrai. Exactement. Et alors après, au-delà de ça, comme tu dis Maël, certes, c'est le vieux lion face au petit nouveau, etc. Bah, finalement, Max Verstappen, il n'est pas si nouveau que ça. Il est arrivé en 2016 en Formule 1. Il a fait quand même beaucoup d'armes. C'est vrai qu'il venait un petit peu à la suite de Vettel, après les 4 titres de Vettel. Il venait 3 ans après le dernier titre de Red Bull, dans l'optique de gagner un titre. Finalement, que la victoire n'apparaisse que maintenant dans le viseur de Red Bull en 2021, 5 ans après l'arrivée de Verstappen, bah, c'est un petit peu décevant au final. Mais c'est un petit peu tard. Je suis pas sûr que tu puisses considérer Max comme responsable de ça quand tu vois la manière dont il détruit un par un ses coéquipiers. Et pourtant, ce sont des pilotes solides, hein, que ce soit Gasly qui est vraiment surprenant. Enfin, surprenant. C'est pas vraiment une surprise, mais qui est vraiment incroyable au volant de l'AlphaTauri, ou même Sergio Pérez qui était un pilote confirmé. Je pense pas que ce soit de la faute de Verstappen. Après, si je reviens sur ton précédent argument, le duel qui dure des années, à part Prost-Senna dans l'histoire de la Formule 1, quel duel a duré autant ? Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul duel vraiment historique, quoi. Il n'y a que Senna-Prost. Pour moi, c'est le duel de la Formule 1, Senna-Prost. Ah, je suis d'accord. C'est le duel et jamais on ne pourra faire plus légendaire et plus historique que Senna-Prost. Mais la question, c'est est-ce que c'est un duel historique ? Pas est-ce que c'est le plus historique ? Donc même dans l'historicité, c'est-à-dire que si tu regardes dans les dernières saisons dans toutes les saisons d'Hamilton, il s'est toujours confronté à d'autres personnes, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième place. Ça a été Alonso, ça a été Raikkonen, ça a été Massa. Et à chaque fois, ça a été des duels hyper serrés. Il s'est retrouvé à gagner son premier titre à 1 point près. La saison suivante, c'est Kimi Raikkonen qui gagne pour 1 point supplémentaire sur Hamilton et Alonso. En termes de serré, ces 2 saisons-là, 2007 et 2008, se jouent à un seul petit point. Et Alonso et Hamilton, qui occupent tous les deux la 2e place, sont tous les deux ex-aequo en étant coéquipiers. Donc c'est-à-dire que des saisons serrées, Hamilton, dans sa carrière, il en a connu plein. Ça a même été le vecteur de sa carrière dès le début de son entrée dans la discipline. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a eu un petit peu... on a enlevé l'habitude des points serrés pour Hamilton, et c'est vrai que ça fait 3-4 ans que Hamilton il gagne les saisons après 4 Grands Prix avant la fin, quoi. Et on s'est un peu habitué à ça, et du coup maintenant, dès qu'on voit un concurrent qui vient un petit peu l'embêter, on se dit « Ah, peut-être que ça peut être historique ». Non, la Formule 1, ça a toujours été serré. La Formule 1, ça a toujours été un sport qui se joue à la fin. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Schumacher a déjà remporté des Grands Prix, enfin des saisons avec beaucoup de points d'avance. C'est arrivé à beaucoup d'autres. Hamilton, évidemment, l'a fait. Vettel aussi l'a eu fait aussi un petit peu. Donc, il faut quand même
se rappeler que quand c'est serré, c'est normal, en fait, en Formule 1. C'est pas anecdotique, c'est pas exceptionnel, c'est normal. J'ai l'impression tout de même qu'il y a eu quand même quelques coupures d'une année, vraiment sur une année, où on a une extrême domination. Le temps aussi que des écuries se remettent le pied à l'étrier, reforment un bon binôme aussi concurrentiel, ou ont un pilote qui éclot. Mais moi, je voulais rebondir sur quelque chose du coup, que je m'étais noté aussi en amont de l'émission. J'en profite, comme on parlait de Drive to Survive sur Netflix, il y a aussi eu le documentaire sur Schumacher. Schumacher, qui est champion du monde, avait fait ses débuts dans les années 93-94. À cette époque-là, on parle déjà d'une rivalité incroyable entre lui et Ayrton Senna. Senna qui meurt en cours de saison. Mais le peu qu'on ait vu, mine de rien, c'est des lignes qui sont aujourd'hui écrites. Et on peut peut-être parler déjà là aussi d'un duel qui était historique entre la jeune pousse Schumacher et le Ayrton Senna qui a laissé derrière lui Prost et d'autres pilotes. Et voilà, ce petit Allemand qui vient lui taper dans le dos et dire je crois que je suis la relève, je crois que je vais pouvoir faire aussi bien que toi. Et peut-être que là, Verstappen, il peut prétendre à ça. Et finalement, Schumacher a fait bien mieux. Mais de là à dire que Verstappen peut prétendre à faire 7 titres... Parce que Schumacher est arrivé en disant oui, je peux prétendre à faire aussi bien que toi. Les 3 titres, il les a largement remportés. Il en a eu 7. Donc il a fait ce qui s'est fait de mieux en termes de victoire en Formule 1. Mais maintenant, Verstappen, il peut pas aujourd'hui arriver devant Hamilton et lui dire mon coco, je vais faire aussi bien que toi. Non. Je pense que si. Moi aussi. Je pense que c'est parfaitement le genre de bonhomme qui est capable de dire je viens et je gagne 7 titres. Parce que il a l'armada pour ça. Red Bull, c'est quand même un sacré morceau. Voilà, ils ont gagné beaucoup de titres avec Sébastien Vettel. Ils sont revenus dans la course petit à petit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer l'année prochaine au moment de la nouvelle réglementation. Qui l'aura géré le mieux? Mais je pense, surtout si Verstappen remporte un titre de cette année, il a que 23 ans, c'est hyper jeune. Lewis en a 36. Verstappen peut dominer les 10 prochaines saisons de la Formule 1, ça me choquerait absolument pas. Hamilton remporte le premier en 2008. Il vient de remporter un 7e en 2020 à 35 ans. C'est-à-dire qu'en 2014, quand il gagne seulement, tu me diras, mais parce que Vettel est passé par là, mais un nouveau titre mondial, il a quand même 28 ans. C'est-à-dire qu'à 28 ans, tu as un deuxième titre mondial. On peut quand même pouvoir s'avancer. Je suis peut-être un petit peu pro-Verstappen derrière cela, mais qu'à 23 ans, quand on est aussi fort que Lewis Hamilton, et que lorsque viendra le jour où Lewis Hamilton ne sera plus en lice, aura fait ses adieux à la F1, à moins qu'il y ait vraiment des gros changements et qu'il y a plein de spéculations qui peuvent être faites, mais le favori restera, à mon avis, Verstappen. Juste après le départ d'Hamilton, sûrement le futur champion sera pronostiqué Verstappen. Oui, pardon, vas-y. Non, mais je réagis à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a toujours eu de la compétition dans la F1. Je pense que peut-être ce qui fait de ce duel un duel vraiment historique, c'est parce que Hamilton se rapproche aussi de plus en plus de la fin de sa carrière. Donc finalement, on va peut-être aussi s'intéresser de plus en plus à la relève et à ceux qui pourraient prendre sa place dans les prochaines années. Fin de carrière, il a re-signé 2 ans chez Mercedes, qu'on imagine être les 2 dernières années quand même dans l'écurie allemande, franchement, parce qu'il aura presque 40 ans. Il faut quand même souligner que c'est vieux pour un sportif, mais fin de carrière, oui, il est sur la fin, c'est certain. Maintenant, Verstappen qui domine les prochaines années, même si on planche sur les 10-15 prochaines années, c'est possible. Il pourrait très bien durer jusqu'à 26 ans, 36 ans, 37 ans, voire 38. Verstappen, il a largement les compétences de le faire. Et ça ferait de lui le pilote qui aurait concouru le plus de Grands Prix et de plus de saisons en Formule 1. Maintenant, il ne faut pas oublier que il n'est pas à l'abri d'un nouveau pilote sur ces 10-15 prochaines années. Il n'est pas à l'abri qu'un nouveau pilote, un nouveau génie émerge des catégories inférieures et vienne le détrôner. Il n'est pas à l'abri... Pour cher, évidemment, j'espère. Attends. Il n'est pas à l'abri non plus qu'un Leclerc se réveille un petit peu chez Ferrari, que Gasly change complètement de giron et finalement rentre dans une nouvelle dimension. Et il ne faut pas oublier non plus que l'année prochaine, la Formule 1 va changer complètement de visage. Et ça va être intéressant de voir qui va le mieux négocier ce nouveau virage dans le sport.
il faut quand même se rappeler aussi que Red Bull, certes, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2013 ou 2014, non 2013 avec Sébastien Vettel, que depuis ils n'étaient pas forcément devant, ils étaient derrière Mercedes, qui avait le mieux négocié le virage de la nouvelle ère dans la Formule 1, de l'ère hybride, et qui du coup s'est un petit peu octroyé la domination de la discipline pendant des années. Donc voilà, l'année prochaine va être charnière. Si l'année prochaine Red Bull arrive à être au même niveau, voire à dépasser Mercedes, ouais, pourquoi pas Red Bull et Verstappen champion du monde pendant les prochaines années. Vraiment, pourquoi pas. Mais pour l'instant, personne ne peut le dire, parce que personne ne sait comment la voiture de l'année prochaine va être par rapport aux autres. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais, Hugo, parce que en fait, si on revient sur les dernières années en Formule 1, les rares rivalités qu'on a eues, c'était vraiment des rivalités entre équipiers. On a eu à Red Bull le Weber-Vettel qui a rapidement tourné. C'était rivalité, ça qui a rapidement tourné autour de Vettel, mais quand même, on avait sur quelques grands prix, c'était plutôt serré. Puis ensuite, on a eu Rosberg-Hamilton, où là, clairement, on a eu un vrai duel entre deux très grands pilotes. Fratricide en plus, parce que deux grands amis. Et je pense que depuis la fin de Rosberg, on a toujours essayé un petit peu de trouver qui serait le prochain rival de Hamilton, quelle serait la grande rivalité, qui peut stopper l'hégémonie Mercedes et Hamilton. Et je pense qu'avec Red Bull, qui a quand même mis du temps à se remettre, peut-être qu'on voit déjà les prémices d'une rivalité historique, mais je ne sais pas si on peut aller jusque-là déjà, parce que ça fait, disons, 1 an grand maximum que Red Bull joue la première place. Avant, c'était très compliqué, c'était sur 1 ou 2 grands prix si Bottas et Hamilton se crashent au virage 3, quoi, mais ça pouvait pas aller plus loin. Moi j'attends ça pour le dernier Grand Prix, un truc inattendu, un crash Mercedes. Là, on a eu Silverstone déjà, avec Verstappen et Hamilton, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il faut aussi ce genre de moment clé dans une rivalité où on a un accrochage marquant, on a des déclats chocs. Et je pense que pour l'instant, avec 5 mois maximum de rivalité entre Verstappen et Hamilton, on peut pas vraiment se questionner sur l'aspect historique ou pas. Je pense qu'on est plus dans la recherche on s'est dit, bon, allez, c'est des plans sur le futur, en fait. Pour l'instant, on peut pas voir. Et comme tu l'as dit, Hugo, avec la voiture de l'année prochaine, on peut pas encore faire de plan, je trouve, sur les prochaines années. Mais c'est ça qui est intéressant, et c'est quelque chose que, Pablo, tu as dit rapidement, mais il y a une vraie bataille en piste entre ces deux-là, quoi. Et c'est quelque chose que je suis d'accord qu'on manquait. Enfin, on manque de ça en Formule 1. Aujourd'hui, il n'y a pas de bataille en piste qui dure plus de 2 grands prix. C'est pas Valtteri Bottas qui va aller challenger régulièrement Lewis Hamilton en piste. Mais ce que je trouve intéressant cette année, et c'est pour ça aussi que je considère que ce duo pour moi peut devenir historique, c'est parce que il y a énormément d'empoignades en piste. Et je trouve qu'il y en a plus que les autres années. Alors après, voilà, moi je regarde pas la F1 depuis très longtemps, je connais pas même les premiers titres de Mercedes ou même la guerre Hamilton-Rosberg, je la connais que de très loin. Mais pour moi qui regarde la F1 depuis 3-4 ans, c'est la première fois qu'on a 2 rivaux au titre de champion du monde qui vraiment vont au combat sur la piste, ont des stratégies différentes, ont des duels de stratégie. Je pense notamment au Grand Prix de France où il me semble Verstappen avait rattrapé Lewis dans les derniers tours. On a une bataille tactique, hein, vraiment. Une bataille tactique et une bataille aussi de pilotes, tout simplement. Plus qu'une bataille de voitures, ce qui était normalement le cas les autres années. Donc pour moi, encore une fois, ce duel peut devenir historique. Il peut, mais il ne l'est pas encore. Peut-être pas. On a les prémices. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est un beau mot de la fin, je trouve. De rien. Il y a toujours cette interrogation, c'est normal et c'est fait exprès, puisque le débat est là pour ça. Mais avoir déjà l'issue de cette année et surtout, comme vous dites, les gros changements pour 2022. Eh bien, je vous propose de refermer cette page débat. Quoi qu'il en soit, cette fin de championnat va sûrement être très exaltante. Moi, j'attends surtout le dernier Grand Prix, le crash Mercedes ou le crash Red Bull ou le crash Verstappen. Ce serait génial qu'ils se plantent les deux sur le tout dernier Grand Prix et que du coup, statu quo, on en reste au dernier point. Ce serait génial. Ce serait vraiment historique. Presque la stratégie fourbe, tu vois, pour le premier. Verstappen pourrait. Hein. Afin de reprendre notre souffle et notre salive, je vous invite à réécouter le thème officiel de la F1 composé par Brian Tyler, inauguré pour la saison 2018.
Nous conclurons par un dernier quart d'heure avec les immanquables de Maël et un petit quiz pour la fin. A tout de suite. De retour sur Radio Campus, ici le CSC, talk show 100% sport de Radio Campus, animé par les plus grands professionnels amateurs. Oui, un oxymore, ça ne fait pas de mal malgré l'heure tardive. On débute les 10 dernières minutes avec la douce voix de Maël, qui va nous parler des événements futurs à ne pas manquer, et c'est tout de suite. C'est l'heure des immanquables de la semaine sur Radio Campus. Et Maël, pour commencer cette ultime chronique avant le jeu de fin d'émission, tu tenais à nous vendre d'abord du football et plus tard carrément de l'e-sport. Et oui, tout à fait, mon cher Adrien. En effet, il y a un programme finalement assez léger pour les amateurs de sport ce week-end et la semaine prochaine. Les grandes échéances de la saison en cyclisme sont toutes passées et pas de Grand Prix de Formule 1 à se mettre sous la dent cette semaine. C'est donc notre très chère Ligue des Talents, la Ligue 1, qui reprend ce week-end, avec un choc du haut de tableau qui se profile entre les Angevins de Gérard Baticle, la surprise de ce début de saison qui pointe à la 4e place, et les Parisiens qui chercheront à effacer leur défaite sur la pelouse du Roison Park à Rennes. C'est à suivre sur Prime Video vendredi soir. L'affiche du week-end, c'est aussi le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Les deux formations ont fourni un début de saison en deçà de leurs espérances, mais l'ASM apparaît bien lancée par cette belle série de 3 victoires. Pour l'OL, c'est un peu plus difficile et les hommes de Peter Bosz peinent encore à trouver la bonne carburation, même si l'équipe progresse indéniablement dans le jeu, surtout par rapport à la bouillie de football que proposait Rudy Garcia. C'est aussi un choc entre deux des meilleurs milieux de Ligue 1, le Brésilien Bruno Guimarães et le Français Aurélien Tchouaméni, tout juste auréolé de son titre en Ligue des Nations.
Pour le voir, c'est samedi à 21h sur Canal+, décalé. À l'étranger, on suivra le choc de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen dimanche dans le courant de l'après-midi. Un mot de handball féminin. Et oui, on en parle très peu, mais un club français est candidat au titre en Ligue des Champions, Brest. Les Bretonnes, finalistes de la dernière édition, défient le club croate de Podravka Koprivnična, j'ai réussi à le dire, samedi à 18h sur les antennes d'Eurosport 2. Un petit mot de rugby et la poursuite du top 14. L'affiche de la semaine, c'est le Stade Toulousain invaincu qui défie Lyon dimanche à 21h sur Canal+. Et comme tu l'as dit Adrien, je voulais vous parler cette semaine d'e-sport, puisque les passionnés ont difficilement pu manquer cela, les débuts du championnat du monde de League of Legends, le plus gros jeu vidéo au monde. C'était lundi et les audiences sont déjà excellentes, puisqu'on trouve plus de 80 000 spectateurs de moyenne en France sur OTP, le diffuseur officiel. Alors, si vous n'y connaissez rien du tout, ça peut se comprendre. Pas de panique, on vous explique. League of Legends est un jeu qui se joue en 5 contre 5 sur une carte symétrique. 3 voies, les lanes et une jungle. Les joueurs vont donc se répartir sur la carte. Ces 10 joueurs ont chacun un champion unique avec différentes capacités qu'il va falloir utiliser au mieux pour tuer ses adversaires, détruire les tourelles qui protègent la base adverse, pour in fine la détruire. Depuis plusieurs années, c'est les équipes asiatiques qui dominent à l'international. Alors, petit point sur les favoris de ces mondiaux. Les champions du monde de Damwon Kia se sont montrés très impressionnants pour le début de la compétition. Ils ont littéralement roulé sur FPX, le vice-champion de Chine, et considéré aussi comme un des favoris. Le meilleur joueur du monde, le coréen Showmaker, est absolument imprenable, et cet après-midi, les outsiders européens de Rogue, menés par le français Hans Sama, ont résisté, mais ont fini par craquer en un peu plus d'une demi-heure. On surveillera aussi les champions de Chine, EDG, qui pointent en tête de leur groupe après 2 matchs sur 6. Et du côté européen, notre région, soyons un petit peu fiers de nous, quelles sont réellement nos chances ? Autant le dire tout de suite, ça risque d'être compliqué pour Rogue, qui a montré de très grosses limites dans le championnat européen. L'écurie Fnatic, équipe historique de League of Legends en Europe, aurait pu tirer son épingle du jeu. Mais l'équipe du français Adam est handicapée par le forfait du joueur star de l'équipe, Upset. Il est remplacé par Bin, un jeune espoir sans aucune référence internationale. Et pour le moment, Fnatic ne fait pas le poids. 2 défaites en 2 matchs. Les doubles champions d'Europe en titre, Mad Lions, vont devoir sauver l'honneur, mais leur début de tournoi est très difficile, puisqu'ils ont concédé d'entrée une défaite surprise contre les Américains de Team Liquid. Pas vraiment la meilleure équipe. Après 40 minutes d'une partie irrespirable, ils ont cependant réussi à battre les Coréens de Genji pour se relancer dans la compétition. La suite du tournoi, c'est à partir de demain, et verdict des groupes lundi. Vous pouvez suivre tout ça sur la chaîne Twitch OTP LOL. Et pour terminer, mon cher Adrien, un petit mot pour souhaiter bon courage à tous les participants du Marathon de Paris qui a lieu dimanche. Voilà, pas grand-chose sur les terrains, mais sur les ordinateurs, en revanche, un sacré programme. Oui, un super programme pour les jours à venir. Et si l'ennui vous prend, c'est que vous n'avez pas du tout écouté les bons conseils de Maël, je vous l'assure. Et nous touchons à la toute fin de ce 2e numéro du CSC et nous finissons par un petit jeu. Je vais demander à ce que tous les micros soient allumés pour ce jeu qui sera... j'ai décidé de revenir sur une petite actualité pour en faire une autre. Karim Benzema, qui a été annoncé dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or, qui touche là sa 10e nomination, un record pour un joueur français. Et je vais tout simplement vous demander de me citer tour à tour les joueurs qui étaient parmi les 30 lors du Ballon d'Or 2008, autrement dit le premier Ballon d'Or dans lequel a été nommé le français. C'est un jeu simple. Bon courage. C'est horrible. Si il y a une redite ou une erreur, vous êtes éliminé et on regarde qui est le dernier en vie. On commence par Maël. Lionel Messi. Alors ça c'est du facile, il Ah était ouais, bah oui. 2e du Ballon d'Or 2008. Kaka. Kaka, 9e. Un joueur de foot. Ronaldo. Oui, Ronaldo vainqueur en 2008. J'ai envie de tenter...
faut se remémorer aussi les événements de l'année, à peu près, ça peut vous donner... Ah des putain, indices. j'ai en tête sa tête, mais j'ai plus son nom en tête. Manchester United, anglais. Rooney. Wayne Rooney, oui, c'est bon. 13e. Sophie, une idée? Alors là, une idée, c'est très compliqué comme question. Ça perturbe, hein, faut remonter 13 ans en arrière. Franchement, on n'était pas très vieux. Ah bah non, vraiment pas. Le foot, c'était pas trop dans ma religion. Un nom connu alors? Alors je sais même pas si je jouais encore au foot à cette époque. C'est vraiment le seul nom que je connais, c'est un peu la honte. Zidane? Non, Zidane, non. Éliminé, Sophie. Maël. Iniesta. Iniesta, c'est le piège. Non, il n'est pas dans la Mais liste. non. Mais non, il n'est pas dans la liste. Et ça m'a fait bizarre. Et donc, tu es éliminé. Pablo. Alors, comparé à Iniesta, j'aurais envie de dire Xavi. Xavi, oui, 5e. J'aurais dû dire oui. Ouais, oui, Maël, tu sens le goût, l'amertume. Exactement. Léa. Si je cherche un petit peu dans ma mémoire les noms de joueurs que je connais, je dirais peut-être Ibrahimovic. Oui, Zlatan était déjà au sommet, 8e position, juste devant Kaka. Il était à l'Inter Milan, pour ceux qui voulaient savoir. Hugo. Je vais plonger dans la brèche. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, 17e. C'est bon. Oh, le nul. Oh là là. 17e. Oh là là, c'est nul. Il était à Barcelone hein, à l'époque. Ouais, normal. On redémarre à Pablo, du coup. 2008. Alors j'ai envie de tenter quelque chose, mais je pense que je vais le garder pour un prochain tour si j'arrive à me qualifier. Et on va partir pour l'instant sur... On va partir, je vais le tenter parce que j'en ai plus. Arshavin. Arshavin, oui, 6e du Ballon d'Or cette année-là. Le Russe qui avait gagné la Coupe de l'UEFA avec le Zénith. Et très bon Euro aussi. Léa. Est-ce que Franck Ribéry, ça fonctionne? Oui, Franck Ribéry, il était devant Eto'o, tiens Hugo, 16e. Il venait de signer au Bayern, enfin il y a l'année d'avant. Là, ça devient compliqué pour moi. Là, ça devient compliqué pour moi. J'ai plein de noms, mais c'est des noms qui seraient pas forcément dans le Ballon d'Or. Ah, quoique Et si. en même temps, Iniesta devait y être et ne l'est pas. Hein, donc, ouais, c'est pas faux, ouais. Mais tu vois, là, tu m'as dit Barça, Abidal. Et non, désolé, c'est une élimination. Ouais, Abidal n'est pas là. Il reste plus que Pablo et Léa en lice. Alors, moi, j'aurais envie de tenter... J'aurais envie de tenter... Carles Puyol. C'est beau, C'est Puyol. ton dernier mot? Petite hésitation avec Casillas, mais allez, on va partir sur Puyol. D'abord Puyol? Ouais. Et non. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas Puyol. Attends, il n'y a pas Iniesta, il n'y a pas Puyol. Il n'y a pas Puyol. Alors on va attendre que Léa me valide un nom. Il faut vite sortir un nom là. Je pense que j'ai entendu des copains parler d'un Torres, Fernando Torres. C'est fou ça. 3e du Ballon d'Or, Fernando Torres. Et oui, et Léa remporte le quiz. Léa remporte Fernando Torres qui était sur le podium. Bah oui, ça s'applaudit. Ah oui. Inimaginable. Alors qu'on aurait pu dire tout simplement Benzema. Oui, mais Benzema, je l'attendais depuis tout à l'heure. Il est Ah bah bien oui, 26. c'est vrai. Je viens de m'en rappeler. En pagaille, dans les noms, Casillas 4e, on a du David Villa, Steven Gerrard, Agüero et Lampard sont aussi là. Buffon, Fabregas, Drogba, Ramos, Van der Sar, Van Nistelrooy, Pepe, Van der Vaart même était bien présent en 2008. Raphaël. Et En fait, il y a plein de noms, quoi. Ah non, mais c'est toujours On a après. oublié, C'est c'est super super dur. dur. C'est toujours après qu'on les trouve. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que 2008, tu sais pas lesquels jouaient encore, lesquels jouaient plus, lesquels étaient au top de leur carrière ou pas. Est-ce qu'ils étaient déjà bons? Est-ce qu'ils étaient encore bons? Et voilà. Compliqué. C'est terrible. Merci à vous 5 à mes côtés ce soir. Merci aux auditeurs et auditrices qui sont encore avec nous et nous avoir suivis jusqu'au bout de la nuit, ou presque du moins. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode du Campus Sport Club. D'ici là, prenez soin de vous, pratiquez une activité physique irrégulière et suivez la F1. Vous ne serez pas déçus. Bye bye tout le monde.